Le vent, dans le Gévaudan, ne ressemble à aucun autre vent de France. Il ne souffle pas, comme dans les plaines du Nord, cette bourrasque franche et honnête qui couche les blés et s'en va. Il ne chante pas comme le Mistral provençal, ce fou magnifique qui nettoie le ciel et réveille les oliviers. Non. Le vent du Gévaudan descend des Causses avec quelque chose de particulier, quelque chose que les gens du pays reconnaissent à l'instinct et que les étrangers mettent du temps à nommer. C'est un vent qui murmure. Un vent qui fouille. Il passe entre les rochers de granit gris. Il traverse les forêts de hêtres et de sapins, dont les branches s'entrelacent en voûte sombre. Il glisse sur les hautes landes où la bruyère pousse rase et violette sur une terre qui n'a jamais été vraiment apprivoisée, et quand il arrive dans les villages. Quand il passe sous les portes basses des maisons de pierre noire, il apporte avec lui quelque chose d'indéfinissable. Une odeur de résine et d'herbe mouillée, et quelque chose d'autre encore, quelque chose que les anciens reconnaissaient et dont ils ne parlaient pas volontiers. C'est dans ce pays-là que la bête est née. Ou plutôt, car les mots ont leur importance quand on parle de cette affaire, c'est dans ce pays-là que la bête a surgi. Qu'elle vienne des forêts, qu'elle vienne de l'imagination collective d'une population terrifiée, qu'elle vienne de la main criminelle d'un homme que la solitude et quelques noirs génies avaient transformé en quelque chose que la loi ne savait pas encore nommer. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. 260 ans d'enquête, de thèse, d'exhumation de documents, de confrontation de témoignages, n'ont pas suffi à trancher la question. Ce qui est certain, ce qui ne souffre aucun doute, c'est ceci. Entre le mois de juin 1764 et le mois de juin 1767, quelque chose parcourut les hautes terres du Gévaudan et tua des êtres humains avec une régularité. Une méthode et une cruauté qui n'avaient aucun précédent dans les annales du royaume de France. Voici cette histoire. Pour la comprendre, vraiment la comprendre, pas seulement l'entendre comme on entend un conte au coin du feu. Il faut d'abord connaître le pays, il faut poser les pieds sur ces terres et regarder autour de soi avec les yeux d'un paysan du XVIIIe siècle, pas avec ceux d'un touriste du XXIe. Le Gévaudan. Le nom lui-même est vieux comme les pierres. C'est l'ancien nom d'un territoire qui correspond aujourd'hui grossièrement au département de la Lozère, au cœur du Massif central. Entre les volcans endormis de l'Auvergne et les gorges vertigineuses qui entaillent le plateau vers le sud. C'est l'un des pays les plus rudes, les plus isolés, les plus étranges de France. Même aujourd'hui, la Lozère est le département le moins peuplé du territoire national. Moins de 75 000 habitants sur 5 000 km², soit à peu près la densité d'un désert tempéré. Au XVIIIe siècle, était encore plus vrai. Des villages de quelques dizaines d'âmes, séparés les uns des autres par des heures de marche sur des chemins qui, étaient guère que des traces dans la boue ou la neige selon les saisons. Des forêts immenses, non pas les forêts romantiques et peintes que rêvaient les artistes de Versailles, mais des forêts réelles, denses, humides, obscures, même en plein été, où un homme à cheval pouvait se perdre pour ne plus jamais être retrouvé. Des Causses, ces plateaux calcaires balayés par le vent, couverts d'une herbe rase que les moutons broutaient du matin au soir sous la garde de bergers souvent seuls, souvent jeunes. Souvent des femmes ou des enfants que leur famille ne pouvait pas se permettre de garder à la maison. Ces bergers, ces bergères, ces enfants qui gardaient les bêtes dans les champs dès l'aube, c'est eux que la bête allait choisir. La population du Gévaudan vivait dans une pauvreté réelle, mais ordonnée, rythmée par les saisons, encadrée par elle, Église, dont l'emprise était ici plus forte qu'ailleurs. Parce que dans ces terres reculées, où les routes étaient mauvaises et les hivers terribles, le curé de paroisse était souvent le seul homme, instruit à des lieues à la ronde. On croyait en Dieu avec ferveur, en le diable avec conviction, et aux créatures de la nuit avec le sérieux pratique de gens qui savent que le monde ne s'arrête pas aux limites de ce qu'on peut voir en plein jour. Le loup-garou n'était pas une métaphore dans le Gévaudan de 1764. Était une réalité possible, une menace parmi d'autres, rangée dans le même tiroir mental que la gelée du mois de mai qui brûle les récoltes ou la fièvre qui emporte les enfants en bas âge. Ces choses arrivaient, ces choses faisaient partie du monde, on priait pour les éviter, et on s'en protégeait de son mieux. Ce fut dans cet univers-là, au printemps et à elle, été 1764, que les premières rumeurs commencèrent à circuler entre les villages. Il y avait quelque chose dans les bois. Les rumeurs d'abord furent vagues, comme toutes les rumeurs qui naissent dans les pays isolés, où les nouvelles voyagent à la vitesse d'un homme qui marche. Un troupeau avait été attaqué par le côté de Langogne. Non,
pas attaqué. Quelque chose était approché du troupeau, les bêtes avaient refusé de bouger, et puis la chose était repartie sans toucher un seul mouton. Étrange. Un chien avait été retrouvé mort, à la limite d'un bois, la gorge ouverte. Un berger avait vu quelque chose. Il ne savait pas quoi. Il faisait nuit. Se déplaçait en lisière de forêt avec une allure qui, n'était pas celle d'un loup ordinaire. Ces rumeurs ne valent pas grand-chose en elles-mêmes. Les campagnes du XVIIIe siècle sont pleines de rumeurs. Les gens voient des choses la nuit que le jour réinterprète différemment. Mais ce qui donna du poids à ces premiers murmures, ce fut ce qui se passa au début de l'Ouse, était la première attaque véritablement documentée, la première pour laquelle nous avons un témoignage direct transmis par les autorités de l'époque, eut lieu en juin 1764. Une jeune fille, certaines sources lui donnent 14 ans, d'autres 16, gardait ses bêtes dans les montagnes au-dessus du village de Langogne. Elle n'était pas seule en théorie. Il y avait des bœufs dans le champ, de grands animaux dont la présence est censée dissuader les prédateurs. Parce que les bœufs, à la différence des moutons, ne fuient pas, mais font front. Ce jour-là, les bœufs ne firent pas front. Ils s'arrêtèrent net, les naseaux dilatés, les yeux ronds de cette panique particulière que les paysans reconnaissent tout de suite et qui annonce quelque chose de grave. Ils ne chargèrent pas, ils ne bougèrent pas. Ils restèrent là, paralysés, inutiles, pendant que la chose sortit des arbres. La jeune fille courut. Elle courut comme on court quand on sait que sa vie en dépend, sans regarder en arrière, sans même savoir exactement ce qui la poursuivait. Elle entendit derrière elle quelque chose qui, n'était pas le galop d'un loup, plus lourd, plus rapide, plus régulier. Elle sentit le souffle de la chose dans son cou. Et puis les bœufs, ou peut-être ses cris, ou peut-être quelque chose d'autre qu'elle ne put jamais expliquer, provoquèrent un sursaut dans l'animal. Il hésita, s'arrêta, repartit dans les bois. Elle était couverte de sang. Elle avait les griffures dans le dos, la gorge à moitié à vif. Mais elle était vivante. Elle ne put jamais décrire clairement ce qu'elle avait vu. Trop grande pour un loup, dit-elle. Plus rousse qu'un loup. La tête plus large. Les yeux, elle revenait toujours aux yeux. Les yeux comme ceux d'un homme qui aurait quelque chose à faire. Dans le village, on écouta, on la soigna, on haussa les épaules avec cette résignation terrible des pauvres face aux catastrophes naturelles. On dit que les loups étaient sans doute devenus plus hardis cet été-là. On dit qu'il fallait être plus prudente. On dit une dizaine de choses raisonnables, sensées, qui dans les semaines suivantes se révélèrent toutes parfaitement inutiles. Jeanne Boulet avait 26 ans. Elle était bergère dans le village des Hubacs, au-dessus de Saint-Étienne de Lugdarès. Le 30 juin 1764, on retrouva son corps dans un champ. La gorge arrachée, la tête disloquée avec une violence qui dépasse celle d'un prédateur ordinaire en chasse. Elle est la première victime officiellement reconnue et enregistrée dans les registres paroissiaux de la bête du Gévaudan. Elle ne serait pas la dernière. Août 1764. Septembre. Octobre. Les corps s'accumulaient avec une régularité qui avait quelque chose de délibéré, quelque chose qui commençait à ressembler moins à une série de malchanceuses rencontres avec un prédateur affamé que à une campagne méthodique. La bête, le mot s'imposa de lui-même. Personne ne sut exactement qui l'utilisa en premier, mais il circulait maintenant dans toutes les bouches du Gévaudan. La bête ne se comportait pas comme un loup. Même un grand loup, même un loup exceptionnellement agressif poussé par la faim, n'attaque pas les êtres humains de cette façon. Les loups mangent ce qu'ils tuent. Ils emportent leur proie. Ils sont prudents, opportunistes, calculateurs à leur façon. Ce que faisait la bête était différent. Elle attaquait, elle tuait, elle mutilait. Et parfois, elle repartait sans même se nourrir. Comme si l'acte de tuer lui importait plus que la nourriture. Comme si les êtres humains l'intéressaient pour une autre raison que la chair. Ce détail précis, était ce qui terrifiait le plus les habitants du Gévaudan. Non pas la mort en elle-même. La mort, dans la France rurale du XVIIIe siècle, n'est pas elle, étrangère qu'elle est devenue pour nous. La mort des enfants, la mort des adultes dans la force de l'âge, la mort brutale et prématurée, tout cela fait partie du paysage quotidien. Ce qui terrifiait, était le choix. La bête choisissait. Elle passait devant les moutons. Elle dédaignait les chevaux. Elle ignorait les chiens. Elle voulait les hommes, les femmes, les enfants. Elle les voulait eux,
et rien d'autre. Et quand les témoins survivants décrivaient le regard de l'animal sur eux avant l'attaque, quand ils cherchaient leurs mots et finissaient toujours par dire la même chose, que la bête les avait regardés avec quelque chose qui, haine, n'était pas le regard vide d'une bête sauvage, mais quelque chose d'autre, quelque chose de concentré et de froid et de terriblement humain. La peur devenait quelque chose d'intolérable. L'hiver vint. Les attaques continuèrent. Dans les villages, les gens ne sortaient plus la nuit. On ne laissait plus les enfants seuls dans les champs. On portait des couteaux, des faux, des arquebuses pour ceux qui pouvaient se le permettre. On allumait des feux en lisière des bois. On priait. On implorait Saint Hubert, patron des chasseurs, et la Vierge Marie, et tous les saints du calendrier qui pouvaient avoir quelque crédit dans ces affaires. Et quand la prière ne suffisait pas, quand le lendemain matin on retrouvait encore un corps, encore cette même signature horrible, la gorge ouverte et les membres disloqués, et parfois la tête arrachée avec une force qui défiait l'anatomie d'un loup ordinaire, on commença à murmurer d'autres noms, des noms plus anciens, des noms que l'Église avait tenté depuis des siècles d'effacer des mémoires et qui résistaient obstinément dans les recoins les plus sombres de la conscience paysanne. Loup-garou, disaient les vieux. Châtiment de Dieu, disaient les prêtres. La bête, répétait tout le monde. Et dans ce seul mot, dans cet article défini, dans cette certitude que l'on parlait d'une entité unique et identifiable, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait moins à une description naturelle qu'à un aveu d'impuissance. Les nouvelles atteignirent Versailles par les voies habituelles. Les rapports des subdélégués, ces fonctionnaires royaux qui représentaient l'autorité de l'intendant dans les régions reculées, et bientôt, plus rapidement, plus efficacement, les gazettes. Car il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la France de Louis XV. C'est une monarchie absolue qui a peur de son image. Pas encore de l'opinion publique au sens révolutionnaire du terme, mais de quelque chose qui y ressemble de plus en plus. Cette rumeur des cours et des salons, ces gazettes manuscrites ou imprimées, qui circulent de main en main, qui commentent, qui critiquent, qui comparent. Les Lumières sont en train de transformer la façon dont les Français, au moins les Français lettrés, pensent au pouvoir royal. Et dans ce contexte, une bête qui massacre impunément les sujets du roi dans une province de France depuis plusieurs mois, sans que personne ne fasse rien. C'est un scandale politique autant qu'une tragédie humaine. Louis XV avait 65 ans en 1764. Il régnait depuis l'enfance, depuis que la mort en rafale de tous les héritiers directs de Louis XIV l'avait propulsé sur le trône à Texcourt, âge de 5 ans. Il avait connu les grandes guerres et les grandes humiliations, la perte du Canada, la perte de l'Inde, la faillite à moitié camouflée du trésor royal. Il était fatigué, désabusé, de plus en plus replié sur les plaisirs de Versailles et la compagnie de la marquise de Pompadour, qui gouvernait presque à sa place depuis des années. Mais il avait encore l'instinct dynastique. Il savait que laisser une bête massacrer ses paysans sans réaction était une faiblesse que ses ennemis, intérieurs et extérieurs, ne manqueraient pas d'exploiter. Le roi envoya donc ses hommes. Le premier fut le capitaine Duhamel, officier de dragon, avec une troupe de cavaliers aguerris et l'ordre d'en finir rapidement. Duhamel était un homme sérieux, méthodique, habitué aux opérations militaires. Il arriva dans le Gévaudan avec ses dragons au printemps 1765 et organisa des battues systématiques, ratissant les forêts et les landes selon des plans précis, couvrant le territoire de façon à ne laisser aucune échappatoire à l'animal. Il fit appel aux habitants, mobilisa des centaines de bras, créa un véritable dispositif de chasse qui, dans n'importe quel autre contexte, contre n'importe quel loup ordinaire, aurait abouti rapidement au résultat escompté. La bête l'ignora. Pendant que Duhamel et ses dragons organisaient leur battue au nord du territoire, elle attaquait au sud. Pendant qu'ils la traquaient vers l'ouest, elle surgissait à l'est. On eut des signalements, des aperçus fugitifs, quelques tirs à distance dont aucun ne sembla l'atteindre. Elle disparaissait dans les sous-bois avec une facilité qui défiait toute logique synégétique, comme si elle connaissait les mouvements des hommes avant même qu'ils se déploient, comme si elle avait quelque moyen d'anticiper leur présence. Les dragons, ces soldats de cavalerie formés pour charger des formations ennemies sur des champs de bataille ouverts, se retrouvèrent complètement impuissants dans les forêts serrées du Massif central. Leurs chevaux refusaient d'avancer sur certains chemins. Les chiens de chasse qu'ils avaient amenés semblaient perdre la piste avec une facilité suspecte. Et la bête continuait. Duhamel repartit en mai 1765, sans avoir rien accompli. Sa mission était un échec, et tout le monde le savait. À Versailles, le roi commençait à s'impatienter sérieusement. Ce qui fut envoyé ensuite dans le Gévaudan ne ressemblait plus du tout à une expédition militaire ordinaire. Louis XV dépêcha François-Antoine,
premier porte-arquebus du roi, lieutenant des chasses royales de Sa Majesté. Un titre qui, dans la hiérarchie de l'Ancien Régime, représentait le sommet absolu de l'expertise cynégétique. Antoine était l'homme que le roi envoyait quand il voulait que quelque chose soit tué avec certitude et efficacité. C était un chasseur de classe exceptionnel, rompu à toutes les espèces, capable de lire un territoire comme un général lit une carte, doué d'une patience et d'un sang-froid que des décennies de service royal avaient forgé en quelque chose qui ressemblait à un art. Il arriva en juin 1765 avec son fils et une suite d'assistants, et il s'installa dans le Gévaudan avec la ferme intention d'y rester aussi longtemps qu'il le faudrait. Antoine commença par ce que Duhamel n'avait pas fait. Il écouta. Il interrogea les survivants des attaques, les témoins, les chasseurs locaux, les bergers, les curés de paroisse qui avaient recueilli les confessions de ceux qui avaient vu la bête. Il collecta les descriptions avec la méticulosité d'un enquêteur moderne, cherchant les constantes, les détails qui revenaient dans tous les témoignages, indépendamment les uns des autres. Les éléments qui permettaient de tracer un portrait physique de l'animal. Ce portrait était troublant. Tout le monde s'accordait sur la taille. Plus grande qu'un loup ordinaire, sensiblement plus grande, certains comparaient l'animal à un jeune veau ou à un âne. Tout le monde s'accordait sur la couleur. Un pelage fauve ou roux, plus clair sur la gorge et le ventre, avec des taches ou des rayures sombres sur le dos et les flancs. Tout le monde s'accordait sur la tête, large, puissante, avec une gueule qui pouvait s'ouvrir à un angle qui dépassait l'anatomie habituelle des canidés. Et tout le monde s'accordait, avec cette insistance particulière qui fait froid dans le dos 2 siècles et demi plus tard, sur quelque chose d'autre encore, l'odeur. La bête dégageait une odeur que les témoins décrivaient comme inconnue, âcre, pénétrante, une odeur qui, n'était pas celle d'un loup, ni d'un chien, ni d'aucun animal familier. Une odeur étrangère, exotique, comme si la créature venait de quelque autre endroit du monde. Antoine organisa ses battues avec un professionnalisme remarquable. Il divisa le territoire en secteurs, planifia les mouvements avec précision, coordonna des centaines de participants, tira parti de la connaissance locale bien mieux que Duhamel ne l'avait fait. Les battues étaient impressionnantes, parfois plusieurs centaines d'hommes avançant en ligne serrée à travers les forêts, faisant le bruit, poussant la bête devant eux vers des lignes de tireurs embusqués. Et enfin, un matin de septembre 1765, dans la forêt de Pommiers, un énorme loup surgit devant les chasseurs. Un loup extraordinaire, anormal, d'une taille et d'une corpulence qui dépassaient tout ce que les hommes présents avaient vu de leur vie. Antoine tira. L'animal tomba. On l'examina, on le mesura. 90 cm au garrot. Presque 30 kg de plus qu'un loup moyen. Il portait sur son corps les cicatrices d'anciennes blessures, des impacts de balles peut-être, qui avaient traversé les chairs et laissé des traces dans les os. Antoine était convaincu. Les chasseurs locaux qui avaient participé à la battue étaient convaincus. La population du Gévaudan, épuisée, terrifiée, qui voulait depuis 18 mois que quelque chose ou quelqu'un lui dise que était fini, elle était convaincue. On prépara la carcasse du mieux possible, on la bourra de paille, on la parfuma, et on l'expédia à Versailles dans une charrette. Le roi la fit exhiber dans ses appartements. Les courtisans se pressèrent pour voir la bête. Les gazettes publièrent des descriptions enthousiastes. Antoine reçut une récompense substantielle, un témoignage de satisfaction royale, et repartit à Paris avec les honneurs d'un homme qui avait accompli une mission impossible. Il était à peine arrivé dans la capitale que la bête attaquait de nouveau. Ce moment précis où la nouvelle arriva à Versailles que les attaques avaient repris, que la bête tuée par Antoine était peut-être pas la bête, que tout était à recommencer. Ce moment est l'un des plus cruels de toute cette affaire. Il y a dans cet enchaînement quelque chose de presque cruel dans son architecture, comme si quelqu'un ou quelque chose avait attendu que la France reprenne son souffle pour reprendre, méthodiquement. Point là où elle en était. L'automne 1765 et l'hiver qui suivit furent parmi les plus sombres que le Gévaudan eût connus depuis le début des attaques. Parce que maintenant s'ajoutait à la terreur première quelque chose de pire encore. Le désespoir. Le roi avait envoyé ses meilleurs chasseurs. Le meilleur d'entre eux avait tué ce qu'il croyait être l'animal. Et la bête était toujours là. Si les hommes du roi ne pouvaient pas la tuer, qui le pouvait? Si les balles ordinaires ne suffisaient pas, quelles balles fallait-il? La question circulait dans les veillées, dans les sacristies, dans les cuisines où les femmes se rassemblaient pour ne pas être seules dans le noir. Et c'est là que la réponse commença à prendre une forme qui n'avait plus rien de rationnel. Les balles bénies.
la médaille de la Vierge fondue en projectiles, la prière récitée avant de tirer. Ces pratiques n'étaient pas nouvelles dans le folklore paysan français. On avait toujours cru que certaines armes pouvaient être consacrées, que certains tireurs pouvaient recevoir une aide divine. Mais dans le contexte du Gévaudan de 1765 à 1766, ces croyances prirent une urgence nouvelle, une intensité nouvelle. Des hommes qui n'auraient pas rougi d'incrédulité légère dans d'autres circonstances allèrent trouver leur curé pour faire bénir leurs poudres et leurs balles. Des femmes firent fondre leurs bijoux religieux pour en faire des projectiles. La frontière entre la religion officielle, celle que Église enseignait du haut de ses chairs, et la magie populaire, celle que les anciens gardaient vivante dans les marges de l'orthodoxie, se brouilla complètement. On était dans un état d'urgence métaphysique. Et puis il y avait les autres théories, celles qui ne passaient pas par les curés mais par les feux de forge, et les conversations tenues à voix basse. Un loup-garou. Un homme maudit, qui se transformait la nuit. La description correspondait, dans son principe général, à ce que les témoins voyaient. Une créature qui avait quelque chose d'humain dans son comportement, qui choisissait ses victimes avec une intelligence qui dépassait celle d'un animal. Comment expliquer autrement que la bête parut connaître les habitudes des gens qu'elle attaquait? Comment expliquer qu'elle sut quand les bergères sortaient leurs moutons dans certains pâturages? Comment expliquer la façon dont elle semblait disparaître juste avant que les chasseurs n'arrivent, comme si elle avait été prévenue? Un sorcier. Un pacte avec le diable. Dans le Gévaudan de 1766, ces mots n'étaient pas des métaphores. Étaient des hypothèses sérieuses que des gens sérieux prenaient au sérieux. La tradition des meneurs de loups, ces individus qui, selon la croyance populaire, avaient passé un pacte avec les puissances infernales et pouvaient contrôler les loups et leur donner des ordres, était bien vivante dans le Massif central. Certains commencèrent à regarder leurs voisins différemment. Certains commencèrent à murmurer des noms, et un nom plus que les autres commençait à revenir. Mais avant d'en arriver là, il faut encore parcourir la longue année 1766, cette année interminable, où le Gévaudan attendit un sauveur qui ne venait pas. Les nobles locaux organisèrent des chasses à leurs frais. Des aventuriers et des chasseurs venus d'autres provinces, attirés par les récompenses promises et par une certaine fascination morbide pour la célébrité macabre de l'affaire, vinrent tenter leur chance. Les gazettes suivaient l'affaire avec une assiduité qui en faisait l'un des premiers grands feuilletons d'information de l'histoire française. On peut presque voir là, dans cette couverture obsessionnelle d'un drame rural qui durait depuis 2 ans, l'ancêtre de ce que nous appellerions aujourd'hui une affaire médiatique. Des gravures circulaient, représentant la bête dans des poses dramatiques, toujours un peu différentes. Jamais la même, comme si chaque artiste projetait sur elle son propre imaginaire de la monstruosité. Sur certaines images, elle ressemblait à une hyène stylisée. Sur d'autres, à quelques créatures sorties d'une enluminure médiévale. Sur d'autres encore, à un loup simplement agrandi jusqu'à la démesure. La réalité, comme souvent, était peut-être plus étrange que n'importe laquelle de ces représentations. Car pendant toute cette période, les témoignages continuaient d'affluer, et ils contenaient des détails qui ne s'accommodaient pas facilement des explications ordinaires. Des tireurs affirmant avoir touché l'animal à bout portant et l'avoir vu poursuivre sa course, sans même trébucher. Des traces laissées dans la neige ou la boue, qui ressemblaient à celles d'un grand cane IDE accent aigu, mais avec quelque chose d'anormal dans elle, écartement des griffes, dans la profondeur des empreintes, dans la façon dont elles changeaient parfois entre 2 pas, comme si l'animal était redressé sur ses membres postérieurs. Des survivants qui décrivaient la façon dont la bête les avait attaqués. Non pas par surprise, non pas en embuscade comme un prédateur ordinaire, mais parfois presque face à face, comme si l'animal voulait être vu, comme si la terreur qu'il inspirait faisait partie de ce qu'il cherchait. Et il y avait ce détail que les historiens ont longtemps minimisé et qui mérite pourtant d'être rappelé. La bête semblait avoir une préférence marquée pour la tête de ses victimes. Elle cherchait la gorge, le crâne, le visage. Elle décapitait dans certains cas avec une facilité qui impliquait une force et une technique que les loups, même les plus grands, ne possèdent pas naturellement. Les chiens de combat, les mastifs, les matins, les molosses, peuvent briser le cou d'une proie avec ce genre d'efficacité. Les loups, non, était 1766. L'automne. Le décompte des victimes continuait. Cent, 10. Les chiffres que nous avons aujourd'hui sont imprécis parce que les registres paroissiaux de l'époque étaient tenus avec des degrés de rigueur variables, parce que certaines morts
dans des hameaux isolés, ne furent jamais officiellement enregistrés, parce que les blessés qui mouraient plusieurs jours après l'attaque n'étaient pas toujours comptabilisés. Les historiens sérieux s'accordent sur une fourchette de 88 à 108 victimes mortelles. Pour un seul prédateur, sur une période de 3 ans, dans une région à densité de population modérée, c'est un bilan qui n'a pas de précédent connu dans l'histoire naturelle de l'Europe moderne. Il est utile, à ce stade, de prendre un moment pour penser aux victimes individuellement. Pas comme un décompte, pas comme une statistique, mais comme ce qu'elles étaient. Des êtres humains, avec des noms, des familles, des vies quotidiennes, brusquement et violemment interrompues. Jeanne Boulet, la première, 26 ans, bergère. Marie-Jeanne Vallet, 16 ans, qui en décembre 1764 réussit l'exploit inouï de tenir tête à la bête avec sa baïonnette et de la blesser avant que ses compagnons ne l'allent, écarte. Elle devint célèbre dans tout le Gévaudan, on l'appela la pucelle du Gévaudan, mais la gloire ne la protégea pas longtemps, et elle mourut dans une attaque ultérieure. Des enfants de 7, 8, 10 ans. Des vieillards. Des femmes enceintes. La bête ne faisait pas de distinction des âges ou de conditions. Elle choisissait seulement ceux qui étaient seuls, ceux qui étaient séparés du groupe, ceux que la solitude des champs et des bois rendait vulnérables. Cette sélectivité est l'un des éléments les plus perturbants du dossier. Les prédateurs naturels attaquent en fonction de la vulnérabilité physique, les vieux, les malades, les jeunes. Ils ne font pas nécessairement la distinction entre un être humain seul et un être humain en groupe, selon une logique d'opportunité absolue. Ce que faisait la bête ressemblait davantage à la sélection d'une cible par un être doué de raison. Elle identifiait l'isolement, elle attendait le bon moment, elle frappait avec une précision qui minimisait ses risques. C'est la logique d'un chasseur, oui, mais d'un chasseur qui a appris à chasser les hommes. Juin 1767. 3 ans avaient passé depuis la première attaque documentée. Le Gévaudan était épuisé, endeuillé, à bout. Les villageois vivaient dans un état de vigilance permanente qui commençait à ressembler à de la folie. Des familles entières avaient abandonné leurs fermes les plus isolées pour se regrouper dans les bourgs. Des champs restaient en friche parce que personne n'osait y envoyer les enfants garder les bêtes. Elle, économie locale, déjà précaire, était au bord de l'effondrement. Et c'est alors que Jean Chastel entra dans l'histoire. Pour comprendre ce que Jean Chastel représente dans cette affaire, il faut d'abord comprendre qui il était. Ou plutôt, ce que les documents et les témoignages de l'aile, époque, nous permettent d'entrevoir de lui. Parce que sa biographie complète est aussi obscure que la nature de la bête elle-même. Jean Chastel était un paysan de la paroisse de Chazes, dans les hautes terres du Gévaudan. Il avait une 60aine d'années en 1767. Il avait des fils, Antoine et Jean-Antoine, dont la réputation dans la région était pour le moins ambiguë. Des hommes violents, dit-on, des hommes qui vivaient en marge de la communauté paysanne, des hommes que les gens évitaient quand infrocibles. Jean Chastel lui-même était connu pour être solitaire, étrange, un homme des bois plus que des champs, quelqu'un qui connaissait le territoire avec une précision que ses voisins ne s'expliquaient pas tout à fait. Il avait été arrêté pendant la période des attaques, convoqué, interrogé, gardé plusieurs jours avant d'être relâché. Les archives ne disent pas précisément pourquoi il avait été arrêté, ni ce que les autorités lui reprochaient exactement. Elles disent seulement qu'il avait été suspect, puis libéré, et que les attaques avaient continué. Mais il y a autre chose. Quelque chose que l'historien Michel Louis a mis au jour dans une étude publiée à la fin du XXe siècle. Une étude qui a relancé toute la controverse sur la nature de la bête, avec une intensité renouvelée. Selon Louis, et selon plusieurs autres chercheurs qui ont travaillé sur les mêmes archives, Jean Chastel et ses fils auraient eu dans leur possession, à un moment ou un autre de la période des attaques, un grand chien ou un hybride loup-chien d'une taille et d'une agressivité inhabituelle. Un animal qu'ils auraient gardé, dressé, peut-être utilisé. Pourquoi faire? C'est là que la théorie devient véritablement vertigineuse. Selon cette lecture des événements, la bête du Gévaudan n'aurait pas été un animal mystérieux, surgi des forêts. Elle aurait été un instrument. Un outil de terreur délibérément créé et utilisé par un être humain, ou par plusieurs. Pour des raisons que les historiens débattent encore. Certains parlent de vengeance contre des propriétaires terriens locaux, de vieux conflits jamais résolus qui auraient trouvé dans la bête un moyen de s'exprimer de façon totalement impunie. D'autres parlent d'une fascination morbide, de quelque chose de plus proche de ce que nous appellerions aujourd'hui une pathologie criminelle. D'autres encore suggèrent que la bête servait à protéger le braconnage à grande échelle, créant une terreur générale qui détournait l'attention des gardes forestiers.
et permettait à des réseaux organisés de chasser et de défricher en toute impunité. Aucune de ces théories ne peut être prouvée. Aucune ne peut non plus être définitivement réfutée. Les archives du Gévaudan sont fragmentaires, incomplètes, parfois délibérément lacunaires, comme si quelqu'un, à un moment donné, avait jugé prudent de ne pas tout conserver. Ce qui reste suffisamment étrange pour alimenter les soupçons depuis 2 siècles et demi. Ce qui reste, surtout, c'est la fin de l'histoire. Et cette fin porte le nom de Jean Chastel. Le 19 juin 1767, le marquis d'Apcher, noble local qui avait financé de nombreuses battues à ses frais propres, organisa une nouvelle chasse dans les bois de la Margeride. Des centaines d'hommes participèrent, des paysans, des domestiques, des chasseurs locaux. Dans la tradition des grandes battues collectives, où des lignes humaines avancent, en faisant le bruit pour rabattre le gibier vers des tireurs placés en position avantageuse. Jean Chastel était parmi eux. La version populaire de ce qui se passa ensuite est l'une des plus belles de toute l'histoire de France. Belle au sens exact de belle légende, de récit, qui dit une vérité plus profonde que les simples faits. Jean Chastel, dit-on, était assis à son poste quand la bête surgit devant lui. Il était en train de lire son missel, son livre de prière, avec la tranquillité d'un homme qui n'a pas peur parce qu'il n'a rien à craindre, ou parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Il ferma son livre. Il prit son fusil. Il tira. 2 balles. Des balles bénites, dit la légende. Des balles d'argent, dit une version encore plus belle, forgée par Chastel lui-même à partir d'une médaille de la Vierge Marie qu'il avait fait bénir par le curé de sa paroisse. L'argent contre les créatures de la nuit, ce N, n'était pas une fantaisie romantique, était une croyance populaire enracinée profondément dans le folklore de toute l'Europe chrétienne. Et dans le contexte du Gévaudan de 1767, elle avait une logique impeccable. Si les balles ordinaires ne tuaient pas la bête, c'est qu'elle n'était pas ordinaire, et qu'il fallait une arme non ordinaire pour en venir à bout. La bête tomba. La vérité historique des balles d'argent est impossible à établir. Ce qui est certain, c'est que Jean Chastel tira ce jour-là, que l'animal qui s'effondra était d'une taille et d'une morphologie qui correspondaient aux descriptions de la bête, rimatar, attacarabello didaretareter, immédiatement et définitivement après cette date. Pas de nouvelle attaque, pas de résurgence quelques semaines plus tard, comme après la victoire d'Antoine en 1765. Rien. Le silence. L'arrêt total et complet de 3 ans de terreur. On chargea la carcasse dans une charrette et on l'achemina vers Versailles, conformément aux ordres qui avaient été donnés. Ramener le corps de la bête pour que des experts puissent l'examiner et confirmer son identité. Ce voyage prit plusieurs jours, par une chaleur de été qui fit son œuvre. Quand l'animal arriva à la cour, il était en état de décomposition avancée, nauséabond, méconnaissable. Les naturalistes royaux qui furent chargés de l'examiner le firent dans des conditions qui rendaient tout examen sérieux pratiquement impossible. Ils notèrent que C était un grand cane idéeux accent aigu d'une taille inhabituelle. Ils ne purent rien dire de plus. L'animal fut enterré quelque part dans les jardins ou les dépendances de Versailles. Dans une fosse sans marque, sans inscription, sans que personne ne prît la peine de noter l'emplacement exact. Comme si, une fois la crise politique résolue, l'identité précise de la bête importait moins que le fait qu'elle fût morte. Ce choix, ou cette négligence, est peut-être le vrai crime de cette affaire. Si le corps avait été conservé, si un examen sérieux avait été conduit, si des os ou même des échantillons de tissu avaient été préservés jusqu'à notre époque. La génétique moderne aurait pu répondre en quelques heures à la question que 2 siècles et demi de spéculation n'ont pas résolue. Mais ce n'est pas ce qui se passa. La bête disparut dans la terre de Versailles, et la question de sa nature avec elle. Jean Chastel, lui, retourna dans son village. Il reçut une récompense, modeste, beaucoup moins importante que ce qu'Antoine avait reçu pour son loup de 1765, ce qui est en soi une anomalie intéressante. Il ne fit pas de déclaration publique sur ce qu'il avait tué, sur la façon dont il l'avait tué, sur ce qu'il savait ou ne savait pas de la bête. Il vécut encore 22 ans, mourut en 1789 dans la tourmente du début de la Révolution, et n'emporta avec lui aucun aveu, aucune confession, aucun regard jeté en arrière sur 3 ans de carnage dans les terres du Gévaudan. S'il savait quelque chose, et certains historiens sont convaincus qu'il savait tout, il garda ce secret jusqu'au bout, avec une obstination qui est, en elle-même, un aveu d'une certaine façon. Alors, qui était-ce vraiment? La question mérite
être posée sérieusement, avec tout ce que nous savons aujourd'hui, en mettant de côté les légendes et les romantisations pour regarder les faits aussi froidement que possible. La première théorie, la plus simple en apparence, est celle du loup. Un loup extraordinaire, exceptionnel, peut être le résultat d'un croisement avec des chiens domestiques, ayant développé pour des raisons inconnues, une prédation spécifique sur les êtres humains. Cette théorie a l'avantage de ne pas nécessiter d'explications supplémentaires sur l'origine de la créature. Des loups exceptionnellement grands ont existé et existent encore. Des loups rendus particulièrement dangereux par la maladie, la blessure ou l'expérience peuvent effectivement développer une prédation humaine. Le problème, c'est que les descriptions physiques laissées par les témoins, ce pelage roux tacheté, cette morphologie si différente d'un loup, cette odeur exotique, résistent au cadre du loup ordinaire. Et la résistance aux balles, même partiellement, même si elle s'explique par des tirs mal ajustés sur un animal en mouvement rapide, reste troublante. La deuxième théorie est celle de l'hyène, plus précisément de la hyène rayée, Hyena hyena. Un animal d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui correspondrait de façon saisissante à plusieurs éléments du dossier. La hyène rayée est un charognard et un prédateur opportuniste qui peut atteindre une taille considérable. Elle est connue pour s'attaquer aux êtres humains. Contrairement aux loups, les hyènes n'ont pas d'inhibition particulière à cet égard. Et des attaques historiques de hyènes sur des populations humaines sont documentées en Afrique et en Asie. Sa morphologie, cette silhouette caractéristique avec le dos incliné, les membres antérieurs plus longs que les postérieurs, la tête massive, correspond à certaines descriptions. Son odeur est effectivement distinctive et mémorable, et au XVIIIe siècle, des animaux exotiques circulaient dans toute l'Europe. Les ménageries royales et les exhibitions itinérantes importaient des créatures d'Afrique et d'Asie. Et il n'est pas impossible qu'une hyène capturée et vendue à quelque noble excentrique du Gévaudan ait un jour trouvé le moyen de échapper dans la nature. La troisième théorie, la plus dérangeante, la plus difficile à accepter mais peut-être la plus sérieuse, est celle de Jean Chastel, ou plutôt celle d'un être humain, utilisant un animal comme instrument de mort. Ce qui rend cette théorie convaincante n'est pas une preuve directe, qui n'existe pas, mais l'accumulation de coïncidences qui, additionnées les unes aux autres, finissent par ressembler à quelque chose de structuré. L'arrestation de Chastel pendant la période des attaques. La connaissance parfaite qu'avait la bête du territoire où elle frappait. La façon dont elle semblait se soustraire systématiquement aux grandes battues royales, comme si elle était temporairement mise à l'abri pendant les périodes de danger maximal. L'arrêt immédiat et définitif des attaques après la mort de l'animal par les mains de Chastel lui-même, alors que la mort d'Antoine en 1765 n'avait interrompu les attaques que quelques semaines. Et par-dessus tout, ce silence de Chastel, ce silence de 22 ans, ce refus d'expliquer, de justifier, de revendiquer, qui est le silence d'un homme qui a quelque chose à cacher. Aucune de ces théories n'est prouvée. Chacune a ses tenants et ses détracteurs. Chacune laisse des éléments inexpliqués. C'est peut-être cela finalement la vérité de la bête du Gévaudan. Non pas une énigme résolue que quelqu'un aurait intérêt à garder secrète, mais une énigme authentique. Une de ces questions que l'histoire pose, et que le temps efface avant que la réponse ait pu être trouvée. Le Gévaudan reprit son souffle à Val, été 1767. Les enfants sortirent dans les champs, les bergères retournèrent vers leurs troupeaux. Les familles qui avaient abandonné leurs fermes isolées revinrent, lentement, prudemment, avec ce regard habituellement jeté vers la lisière des bois, que certains gardèrent toute leur vie. Les curés de paroisse célébrèrent des messes d'action de grâce. Dans les villages, on parla de la bête, comme on parle d'un mauvais rêve dont on se réveille. Avec soulagement d'abord, puis avec cette curiosité un peu morbide qui fait qu'on finit toujours par revenir aux détails les plus horribles. Les années passèrent. La France connut d'autres horreurs, la Révolution, la Terreur, les guerres napoléoniennes, tout ce que le XIXe siècle réserva à un pays décidément peu avare en drames collectifs. La bête du Gévaudan fut progressivement recouverte par d'autres couches d'histoire, d'autres peurs, d'autres mystères. Mais elle ne disparut jamais vraiment. Elle restait là, dans les plis de la mémoire collective du Massif central, dans les histoires que les grands-mères racontaient aux enfants, pour qu'ils rentrent avant la nuit, dans la façon particulière qu'ont les gens de la Lozère de regarder leur forêt. Et puis, au XXe siècle, quelque chose se produisit. Les historiens sérieux s'emparèrent de l'affaire.
Les archives furent examinées avec les outils de l'historiographie moderne. Les témoignages furent confrontés, les dates vérifiées, les incohérences notées. Des biologistes et des zoologistes contribuèrent leur expertise. Des criminologues appliquèrent au dossier du XVIIIe siècle les méthodes développées pour elle, étude des tueurs en série du XXe. L'affaire de la bête du Gévaudan, au lieu de se dissoudre sous l'examen critique, se complexifia. Elle devint plus mystérieuse, pas moins, à mesure qu'on l'étudiait. Les questions se multiplièrent. Les certitudes s'effilochèrent. C'est peut-être le signe d'une affaire qui touche à quelque chose de fondamental, pas seulement à la question de savoir quel animal ou quel homme parcourut les hautes terres du Gévaudan entre 1764 et 1767, mais à quelque chose de plus profond. La bête du Gévaudan nous pose une question que la modernité préfère ne pas entendre. Jusqu'où va la frontière entre l'animal et l'humain? Entre la violence naturelle et la violence voulue? Entre la prédation et le crime? Et en dessous de ces questions, une autre encore, plus sombre. Si un être humain peut dresser un animal à tuer des êtres humains? Si un homme peut orchestrer pendant 3 ans une terreur qui fera 100 victimes sous les yeux de Djel, État le plus puissant d'Europe sans jamais être arrêté, ni même sérieusement soupçonné? Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature humaine elle-même? Aujourd'hui, à Saugues, à Marvajols, à Saint-Alban-sur-Limagnole, des statues de la bête dressent leur silhouette de bronze contre le ciel du Gévaudan. Des musées lui sont consacrés. Des milliers de touristes viennent chaque année sur ces routes étroites entre les causses et les forêts, dans cette lumière particulière du Massif central, qui peut basculer en quelques minutes du soleil le plus limpide à un brouillard dense comme du lait. Ils viennent chercher quelque chose qu'ils ne sauraient pas toujours nommer, mais qui les a amenés là plutôt qu'ailleurs. Dans ce pays difficile et magnifique, où les pierres ont une mémoire longue, ils repartent en général avec plus de questions qu'ils n'en avaient à l'arrivée. C'est la marque des grandes affaires. Les ossements de la bête dorment quelque part sous la terre de Versailles, dans une fosse sans croix et sans nom. Parmi les fondations d'un château, qui fut lui-même le théâtre de terreur d'une autre espèce, dans les années qui suivirent. Jean Chastel est mort en 1789, la même année où la France commença à se dévorer elle-même avec un enthousiasme et une méthode qui auraient fait pâlir la bête. Les victimes du Gévaudan, elles, ont leur nom inscrit dans les registres paroissiaux de la Lozère. Ces registres jaunis, aux encres passées, aux écritures de curés de campagne, qui n'imaginaient pas que leurs lignes seraient lues par des historiens 2 siècles et demi plus tard. Jeanne Boulet, Marie-Jeanne Vallet, et 86 autres, peut-être 106 autres, dont certains n'ont laissé aucun nom dans aucun document, seulement l'absence dans une famille, un banc vide à la messe. Une voix qui manquait dans les chants des veillées. C'est peut-être pour eux, finalement, que cette histoire mérite d'être racontée encore. Non pas pour la fascination morbide, non pas pour le frisson du mystère. Bien que ces deux choses soient là aussi, indéniablement. Mais pour rappeler que derrière l'énigme, derrière les théories et les débats et les expositions touristiques, il y avait des vies réelles, des peurs réelles, une souffrance réelle. Des enfants qui n'ont pas eu le temps de grandir. Des femmes qui sont mortes seules dans des champs au bord d'une forêt du Massif central par un matin d'été ou un soir d'automne, loin de tout secours, sans comprendre ce qui leur arrivait. La bête du Gévaudan est le plus grand cold case de l'histoire de France. Personne n'a jamais été jugé pour ces 100 morts. Personne n'a jamais dû répondre de quoi que ce soit devant aucune justice. L'animal ou l'homme qui porta ce carnage est mort avec son secret. Mais le vent, dans le Gévaudan, n'a pas oublié. Il souffle encore sur les causses, il fouille encore entre les rochers de granit gris. Il traverse encore ces forêts, dont les branches s'entrelacent en voûte sombre, au-dessus des chemins qui ne mènent nulle part en particulier. Et quelquefois, quand le soir descend vite comme il descend dans les pays de montagne. Quand les ombres étirent entre les arbres, et que les bêtes dans les prés cessent de brouter, et regardent toutes dans la même direction, sans que rien soit visible. Les gens du pays rentrent chez eux. Ils verrouillent leurs portes. Ils savent.